Jeudi 1er août 2019, il est 18h à Yombol et à Taliboubès dans le département de Pikine. Le journal. Mamadou Amardion. Seyni Sané perd la vie en prison à l'âge de 85 ans. Le chef du village de Toubacouta avait été interpellé dans l'affaire sanglante de Bofa-Bayotte le 6 janvier 2018. Sa famille, qui a longtemps demandé la liberté provisoire, se désole de la suite défavorable donnée à sa requête. Marche pacifique à 2 vitesses des populations de Koumpentoum. Elle se félicite de l'arrestation des présumés meurtriers du commandant Tamsir Sané, non sans réclamer l'érection d'une compagnie de gendarmerie dans la localité. Les entreprises du BTP dans le pétrin, elles courent derrière plus de 250 milliards de francs CFA. À l'origine, une dette que l'État tarde à éponger. Des chantiers sont à l'arrêt, plus de 2000 personnes au chômage technique et des contrats de sous-traitance suspendus. Séance d'entraînement de l'équipe nationale locale de football du Sénégal au stade Léopold Sédar Senghor. Les joueurs de Serigne Saliou Dia préparent le match retour contre le Libéria samedi prochain. Rencontre comptant pour les éliminatoires du CHAN 2020. La page des sports, ce sera avec Abdou Diouf Junior. Nous serons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Le débrief avec Cher Thiam, chef de la division Pont et Ouvrages d'art à l'Agéroute, l'agence des travaux de gestion des routes, entretien sur la destruction accidentelle des infrastructures publiques et ses conséquences financières. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. Mamadou Amardion. À la présentation, à la technique, Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef du village de Toubacouta à Ziguinchor est mort ce matin au pavillon spécial. Il était arrêté suite aux événements de Bofa-Bayotte en 2018 en tant que témoin. Il n'avait pas encore été inculpé, mais sa famille avait demandé une liberté provisoire compte tenu de son âge et de l'état de santé de Sané. Son fils Ibou Sané témoigne ici au téléphone avec Makoumba Bey. Nous allons écouter Ibou Sané dans cette édition. Il est en ligne, Ibrahim Sané. Ce matin, j'ai eu un appel provenant du directeur du pavillon spécial qui m'a confirmé le décès d'un de ses détenus, le nommé Seyni Sané, qui fut mon père, qui est depuis l'année dernière, le mois de février dernier, au pavillon spécial de Dakar. Il a été arrêté suite à la tirée de Bofa-Bayotte pour une audition. Vu l'état de sa santé, nous avions demandé au niveau du parquet de Dakar, c'est-à-dire au juge d'instruction qui avait le dossier et l'avocat qui a le dossier, maître Assane Diombayan, pour sa libération, compte tenu de son âge. Puisque jusqu'à nos jours, il n'est pas inculpé. Il est auditionné sur les faits comme témoin, parce que c'est le chef de village. Lors de son arrestation, il s'est trouvé qu'il était encore malade, qu'il s'était fait hospitalisé à Ziguinchor. Mais comme la tuerie s'est passée dans son village, ils se sont dit qu'il devrait savoir quelque chose. Ils l'ont arrêté. Vu son âge, il a 85 ans. Ce souhait ne nous a jamais été octroyé. Donc nous avions fait des demandes plusieurs fois. Il est tombé plusieurs fois malade. Plusieurs fois, il est tombé malade. Sa dernière chute, ça remontait juste une semaine. J'ai vu le médecin traitant, il m'a dit oui, maintenant ils vont introduire une demande de liberté provisoire pour sa libération, qui n'a pas été. Alors ce matin, ils m'ont appelé pour me dire qu'il est décédé. Le directeur de l'administration pénitentiaire que nous avons joint précise que depuis son arrivée le 25 février dernier, Seyni Sané, né en 1938, a été toujours interné au pavillon spécial à cause de ses problèmes de santé. Je vous le disais en titre, manifestation pacifique des populations de Koumpentoum. La manifestation s'est terminée il y a quelques minutes. Nous sommes en ligne avec notre reporter Moussa Oumar Gueye. Bonsoir. Bonsoir, Mamadou Amar. Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mouvement des populations de Koumpentoum? Tout à fait, à travers une procession initiée par Abbas Minté, un ressortissant de Koumpentoum basé en Europe, les populations de Koumpentoum ont rendu un vibrant hommage à la gendarmerie nationale qui a mis aux arrêts les présumés meurtriers auteurs du crime entre les villages de Mereto, Koumaré, Galé et Malemniani dans le département de Koumpentoum. Ces présumés meurtriers du commandant Tamsir Sané ont été cueillis dans leurs villages respectifs tard dans la soirée et les enquêtes préliminaires se poursuivent au sein de la brigade gendarmerie de Koumpentoum. À Koumpentoum, c'est vrai, la peur bleue qui se lisait sur le visage des riverains
en tout cas de Koupentoum, s'est transformé en un sentiment de joie et la présence dissuasive des éléments de la gendarmerie redonne confiance et espoir aux populations donc de cette partie orientale du pays. Toujours est-il que si cela se confirme, ces présumés meurtriers du commandant Sané seront poursuivis pour assassinat, vol en réunion commis la nuit avec usage d'armes et violence, association de malfaiteurs. Moussa Oumar Gueye, envoyé spécial à Koupentoum, Radio Futur Média. Merci beaucoup Moussa Oumar Gueye. Les circonstances de l'arrestation des présumés meurtriers du commandant Tamsir Sané, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Selon des sources haut placées, c'est tôt le matin que la gendarmerie nationale a mené une série d'opérations qui a abouti à l'arrestation tout d'abord d'une bande de 7 individus. 7 personnes, toutes présumées membres de la bande ayant mené le braquage qui s'est soldé par la mort du commandant Tamsir Sané. Une personne est actuellement activement recherchée. Mais ce n'est pas tout. La gendarmerie a opéré 12 autres interpellations dans le cadre de l'enquête. Toutes ces opérations sont le résultat d'un travail de terrain, filature, regroupement opéré dans différentes localités environnantes de Koupentoum. Opération menée par des unités spéciales, la Légion S, la section de recherche et le GARCI, le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention. Pour le moment, on est à la phase d'enquête préliminaire. Les auditions ont démarré et l'enquête est coordonnée par la Légion de gendarmerie Est dont le chef-lieu est basé à Tambacounda. Sur place, l'ambiance est au soulagement. Les populations qui ont accouru aux nouvelles ont été tenues à bonne distance de la brigade de gendarmerie de Koupentoum sous haute surveillance. Il est 18h passé de 7 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Gadaï. RFM 94.0, la radio en puissance. Plus de 250 milliards de francs CFA, c'est ce que l'État du Sénégal doit aux entreprises du secteur du BTP. Une dette intérieure qui n'est pas sans conséquence. Des chantiers de travaux publics sont à l'arrêt. Plus de 2000 travailleurs sont au chômage technique. Les contrats de sous-traitance suspendus. Le syndicat des travailleurs du secteur du BTP menace d'observer une grève générale. Les syndicalistes ont fait face à la presse ce matin. Koumba Sandiane Faye. Nous sommes plus que fatigués. Aujourd'hui, nos avances de tabac qui ne sont pas perçues est devenue inquiétante, à la limite alarmante. Plus de 250 milliards de francs CFA, c'est ce que réclament les entreprises du secteur du BTP. Conséquence immédiate, l'arrêt de beaucoup de chantiers de travaux publics, des milliers de travailleurs en chômage technique, des contrats de sous-traitance suspendus. Diaraf Ndaw est le secrétaire général du syndicat national de la construction, du bâtiment et travaux publics. Pour l'ensemble des entreprises majeures de ce pays, la dette est évaluée à plus de 250 milliards. Et la conséquence, chômage technique, des fournisseurs qui ne sont pas payés, les PMI en stand-by, les chantiers sont en arrêt parce que tout simplement, les entreprises ne peuvent plus continuer. Rien que pour le terre déjà réceptionné, le délai des travaux dépassé, l'État doit encore au groupement M1, réalisateur de ce projet, 75 milliards de nos francs. C'était un défi pour le président de la République de réceptionner le terre le 19 janvier. Toutes les entreprises qui sont constituées en groupement pour réaliser ce bijou, aujourd'hui, on a licencié plus de 2500. L'ardoise que l'État doit à ce groupement est devenu 75 milliards. Face à l'inertie des autorités, la synthèse au chevet des travailleurs du BTP met en garde Moudou Guiro, secrétaire général. Mais trop c'est trop. Pour la première fois dans l'histoire de notre secteur, que des gens soient restés à ce moment sans percevoir des avances de tabac. Les autorités doivent comprendre que notre volonté d'agir pour la paix et la stabilité dans notre pays doit être partagée. Les états financiers de ces entreprises créancières sont inquiétants. Si l'on en croit le syndicat qui n'écarte pas une grève générale dans les prochains jours. Décréter une grève dans toutes les entreprises ou bien faire une marche nationale, tous les secteurs aujourd'hui sont plombés à cause de cette dette. Démarrage des sélections des malades pour les opérations dans le bateau Mercy Ships, ce bateau médical attendu à Dakar et dans les autres régions du pays. Il y a de l'affluence au centre de santé Gaspard Camara. Seulement, beaucoup de patients ne comprennent pas la mission du bateau. Constat fait dans ce reportage de Salimata Ao. Il
Ils sont venus de partout pour bénéficier des soins du bateau Mercy Ships. Ousmane Ba est déçu. Il n'a pas été sélectionné. J'ai un problème de vision. Je ne vois pas si sans les verres. Mais on m'a dit qu'ils viennent opérer. Alors finalement, comme ils viennent opérer, moi, on ne doit pas m'opérer. C'est pour cela donc je ne suis pas éligible. Ndak Diop est assistante sociale au centre de santé Gaspard Camara. Elle reconnaît que l'information n'est pas bien passée. Il y a une confusion totale, mais il y a des gens qui viennent pour une consultation dentaire. Donc, alors qu'il y a des pathologies qui ont été ciblées, aujourd'hui, nous avons commencé la consultation pour pouvoir faire la sélection en tant que telle. Parce qu'il y a des affections qui ont été ciblées. Comme tout le monde, les gens étaient inscrits en masse. Maintenant, ils seront sélectionnés en fonction des pathologies qui seront prises en charge au niveau de ce bateau. Plus chanceux, Ibrahima est sélectionné. Sourire aux lèvres, il souffre de neurofibromatose, une maladie qui déforme son visage. L'assistante sociale revient sur les pathologies prises en charge par le bateau. Il y a l'orthopédie pédiatrique, la chirurgie maxillo-faciale et ORL, il y a la chirurgie ophtalmologique, il y a la chirurgie reconstructive et plastique, il y a la chirurgie gynécologique et en même temps la chirurgie dentaire. La sélection se poursuit. Le bateau séjournera au Sénégal jusqu'au mois de mai 2020. Plus de 3000 patients seront pris en charge. Les résultats de la semaine Jeune Sida édition 2019 ont démontré que sur les 4423 personnes dépistées au Sénégal, 19 sont séropositives. Les femmes et les jeunes sont les plus touchés. C'est ce qu'a déclaré le directeur du projet de la promotion des jeunes, Alassane Diallo, a publié ses résultats lors d'un point de presse sur le partage des résultats du Sida édition 2019. C'était ce matin en présence de notre reporter Adji Maguette Ndiaye. Sur 4423 personnes dépistées au Sénégal, 19 ont attrapé le virus VIH-Sida. Des résultats publiés par le directeur du projet de la promotion des jeunes, Alassane Diallo. Au niveau de toute l'étendue du territoire, et on a pu avoir 19 cas positifs. Comparé à l'année dernière, il y a eu une légère hausse. On a eu un cas positif de plus. Mais il y a de fortes disparités géographiques. Les régions du sud et du sud-est enregistrent le plus de cas. C'est la zone rouge du pays. Il y a toujours des zones assez vulnérables, comme la zone du sud-est, à savoir Kolda, Ziguinchor, Tamba, où vraiment le taux de prévalence est encore assez élevé. Par exemple, à titre d'exemple, rien qu'à Kolda, où on a lancé la semaine, ils n'ont pas atteint l'objectif qui leur a été assigné parce qu'on avait demandé à chaque région de dépister au moins 300. Eux, ils ont pu dépister 217, mais ne serait-ce que les 217, on a pu avoir 4 cas. Des résultats pas alarmants si on compare le Sénégal aux autres pays de la sous-région. Toutefois, la prévention s'impose. Alassane Diallo. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Le sida est encore là. On n'a pas encore trouvé le vaccin. C'est vrai qu'il y a des médicaments aujourd'hui, les ARV. Si vous les prenez, vous êtes vraiment en bonne santé. Vous vivez normalement. Mais toujours est-il qu'il faut toujours être vigilant. La semaine nationale de mobilisation des jeunes contre le sida, Kolda a abrité l'ouverture sous le thème « Une jeunesse sans sida pour un Sénégal émergent ». Adji Maguette Ndiaye, 18h13. Bonsoir à Doudiouf Junior. Bonsoir Mamadou Amardion. RFM Sport. Nous parlons football avec le CHAN 2020. Les Lions locaux préparent le Libéria. Ils s'entraînent à l'instant au stade Léopold Sédar Senghor. Les poulains de Serigne Saliou Dia devraient mettre les bouchées doubles pour battre les Libériens à Dakar samedi. Birahim Gaye et compagnie ont perdu la manche aller à Monrovia 0-1. Les Lions locaux jouent les qualifications du CHAN 2020 prévues au Cameroun. Basketball, limogeage d'Abdourahmane Ndiaye Adidas, Baba Tandian rebondit sur la Fédé. L'ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball trouve inélégant la démarche des fédéraux. Baba Tandian regrette qu'Abdourahmane Ndiaye Adidas n'ait pas été informé de son limogeage de la tête de l'équipe nationale masculine de basketball. Nous écoutons Baba Tandian avec Cherti Ndiaye. Si on veut se débarrasser de Adidas, il y a une autre façon de le faire. La façon la plus simple, c'est qu'on l'appelle face à face, les yeux dans les yeux, pour lui dire tout simplement,
on a décidé d'arrêter. Ils n'ont pas besoin en ce moment même de faire des commentaires. Ils n'ont même pas besoin de se justifier. Et nous, personnellement, nous les acteurs qui sont hors du terrain de basket, nous n'avons pas besoin même de le commenter. Ils sont libres de leurs actes. Comme moi, j'étais à la tête de la fédération de basket, j'étais libre, moi, de mes actes. Mais vous donnez un contrat à quelqu'un pour qu'il le regarde et vous l'annoncez publiquement le lundi. Ce monsieur vous dit, comme je vous le disais, Abdourahmane leur dit, je vais le faire vérifier à mes conseillers. C'est tout à fait logique et normal parce que vous savez, entre eux, déjà, il y a de l'électricité dans l'air. On lui a donné un contrat. Et bien, le contrat, il a voulu le faire vérifier par ses conseillers juridiques, ce qui est logique et normal. Donc, un lundi, un mardi et le mardi soir, il a été limogé sans sommation. Il n'a même pas été averti. Contrairement à ce qu'eux ils disent, qu'ils ne sont pas d'accord, sur les thèmes du truc, ils ne sont même pas parlé. Alors, le plus grave, c'est que Abdourahmane a appris son limogeage le matin par son épouse. Moi, je dis, c'est pas galant, c'est indécent, c'est vilain. Le désormais ex-coach des Lions du basket a été informé de la décision, oui. Il n'y a pas eu d'accord entre les deux parties, donc pas de coup bas. Abdourahmane Ndiaye Adidas a été informé, vous l'avez dit, au préalable de cette décision de la Fédération sénégalaise de basketball. C'est ce qu'a appris notre consoeur Soda Thiam. Nous l'écoutons. La Fédération sénégalaise de basketball affirme qu'elle n'a jamais joué à cache-cache avec Abdourahmane Ndiaye Adidas. Un contrat de 2 ans lui a été proposé jusqu'à l'Afrobasket 2021. La Fédération et Abdourahmane Ndiaye se sont mis d'accord sur le montant à payer en fonction des tournois. Et pour la Coupe du Monde Chine 2019, un montant a aussi été proposé et Abdourahmane Ndiaye Adidas avait accepté. Par la suite, la Fédération lui a envoyé le contrat, le même que le sélectionneur des Lions, Chersar, a signé. Seulement, le désormais ex-sélectionneur des Lions a demandé du temps pour consulter son avocat avant de signer ce que la fédération lui a accordé. Abdourahmane Ndiaye Adidas devait apporter sa réponse le mardi dernier avant midi. Mais il a dit à la fédération que son avocat devait le recevoir le même jour à 16h. La fédération a aussi accepté de patienter. Le technicien est revenu vers la fédération pour demander quelques modifications, ce qui n'a pas abouti. La fédération précise aussi que le technicien avait refusé de donner la liste des joueurs présélectionnés pour le mondial avant de signer le contrat. La fédération, ne pouvant pas modifier le contrat, le même proposé à Chersar, a finalement décidé de mettre fin aux négociations. Une correspondance lui a été envoyée pour l'en informer avant le communiqué envoyé à la presse pour la nomination du nouveau sélectionneur des Lions. La fédération tient aussi à préciser que le technicien Moustapha Gaye n'a jamais été un plan B, mais puisqu'il répondait au profil, la fédération a porté son choix sur lui en urgence. Pour la fédération, le cas Abdourahmane Ndiaye Adidas est clos, mais l'ex-sélectionneur des Lions envisage d'organiser une conférence de presse ce vendredi pour apporter des précisions. Sodetiam, cette conférence de presse que vous évoquez est prévue à partir de 9h ce vendredi, 9h45 dans un hôtel à Dakar Plateau. On connaît, Abdou Diouf Junior, le programme du tournoi international de Dakar de basketball chez les filles. Il démarre ce samedi 3 août au stade de Marius Ndiaye. À 17h, Égypte-Angola, 19h, Sénégal-Côte d'Ivoire. Le dimanche 4 août 2019 à Dakar Arena, 17h, Côte d'Ivoire-Égypte, 19h, Angola-Sénégal. Les derniers matchs se jouent lundi 5 août 2019 à Dakar Arena, toujours avec Côte d'Ivoire-Angola et Sénégal-Égypte. Lutte droit des arènes, pas de couronne pour Modulo. Pourtant, le Roc des Parcelles Assainies avait déjà battu Eumesen dimanche dernier. On ne lui a pas attribué simplement le titre de roi des arènes. Certains ont fustigé cette décision du CNG. Ce débat n'est pas du goût de Biram Ning, manager du Roc des Parcelles Assainies, qui a tenu une conférence de presse ce matin. Nous l'écoutons avec Cherti Diagne. Il s'est trouvé qu'après le sacre de Modou pour le titre de roi des arènes, on a vu vraiment beaucoup de commentaires. Donc, pour cela, il fallait faire des précisions. Parce que tout le monde sait qu'actuellement, le titre de roi des arènes, c'est quelque chose que tout le monde convoite. À chaque fois, le lutteur qui a la couronne est appelé toujours roi des arènes. Donc, nous, on ne comprend pas pourquoi Modou, après avoir battu ce lutteur, ne peut pas être roi des arènes, parce qu'on voit qu'il y a un discrédit depuis qu'il est roi des arènes que l'on constate par rapport à la presse et tout ça. Donc, on doit faire certaines précisions. Et tout le monde sait qu'actuellement, Modou est roi des arènes le plus méritant, vu son palmarès.
Donc, il faut que l'on soit clair, il faut qu'on clarifie tout devant tout le monde, devant l'opinion publique, pour que les gens sachent effectivement ce qui se passe. C'est tout, la page des sports, elle est finie. Merci Amar. Abdou Diouf Junior, nous avons parlé de football, de basketball et de lutte avec frappe. Vous avez été complet. Nous entrons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Le retard et l'irrégularité de la pluie inquiètent les agriculteurs qu'ils font savoir. Pour une maîtrise de l'eau, l'Association des volontaires de l'environnement préconise des forages solaires dans la région de Sédhiou où nous retrouvons Max Euclide Kamfani. C'est une solution véritable de développement, la mise en place de centrales solaires accompagnées de forages pour faciliter le déroulement des activités agricoles des localités du Kabada et faire face au déficit de pluie réagi. Le président de l'Association des volontaires pour la protection de l'environnement AVPE, Imam Momodou Seydou Diallo. Pratiquement, on est au mois d'août et l'hivernage n'a pas donné, et au mois d'août, les spéculations commencent à sortir de terre telles que le maïs. Cela montre que les conséquences de la dégradation de l'environnement sont visibles et ce type de projets viennent rendre fructueux ce que nous faisons. Une véritable solution aussi dans la lutte contre la coupe abusive de bois accrue dans cette zone et au niveau du département de Bunkiling. Les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolienne, nous encourageons cela parce que ça nous permet de ne plus assister à des coupes abusives de bois dans notre département et les gens qui disent qu'ils vivent de cela pourront avoir quelque chose à faire et arrêter de saccager les forêts, couper les bois pour aller vendre dans d'autres pays et aussi éviter des risques d'emprisonnement. En plus, ça favorise le développement du département de Bunkiling. Pour le président de l'AVPE de Sédhiou, c'est la mauvaise exploitation des ressources naturelles qui freine le développement de la zone entière. Le département de Bunkiling, c'est un département très riche. Max Euclide Kamfani, le reboisement, une des solutions pour le retour d'une pluviométrie normale et abondante. Chaque Sénégalais doit planter au moins un arbre chez lui. C'est l'invite du nouveau directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, Ali Haïdar. La coupe est abusive, elle prend une proportion qui est alarmante et vous savez, il n'y a rien de pire que le désert. Le désert n'apporte avec lui que la misère. Les pluies sont en train de reculer. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du mois de juillet et nos paysans, nos braves paysans attendent la pluie encore. Et ça, c'est pas normal. Alors qu'ici en Casamance, au mois de mai, il pleuvait. Aujourd'hui, nous sommes en fin juillet, nous attendons les premières pluies. Et ça, c'est vraiment des préoccupations réelles, mais je suis confiant. Je suis confiant parce que au quotidien, Son Excellence, le Président de la République, prend en préoccupation ces questions environnementales. Et je suis confiant que nous allons ensemble y arriver. De cette partie du delta de Casamance, et comme dans le delta du Saloum et le delta de Saint-Louis, notre mission, en réalité, c'est d'amener les populations à comprendre l'importance d'aider la nature, d'aider la forêt, d'aider les écosystèmes de mangroves parce qu'ils nous apportent énormément de richesses. Nous constatons que c'est quelque chose de relativement facile. Au mois de juillet, les semences sont mûres, on organise leur collecte, après on forme les gens à des reboisements parce qu'il faut bien choisir le site où on plante. Il faut que ce soit un site propice au reboisement, soit du rhizophora, soit de l'Avicennia, soit des autres espèces, mais c'est les deux espèces dominantes. Et après, avec les populations, on plante ces ressources. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas arrêter cette mission. Au contraire, nous allons la renforcer avec les populations à nos côtés et nous allons œuvrer à ce que les 40% d'espaces de mangroves que nous avons perdus au Sénégal, que nous réussissions à les retrouver pour redresser notre écosystème agricole de riz, pour retrouver notre écosystème de pêche, d'ostréiculture et de crevetture. Ali Haïdar à Sédhiou au micro de Max Euclide Kamfani. Notez que la 36e édition de la Journée nationale de l'arbre sera célébrée ce dimanche 4 août à Lompoul dans le département de Kébémer, région de Louga. Ainsi se referment les portes de Quartier Vert la semaine prochaine. Même heure, même quartier, même planète. Merci beaucoup Youssouf Bodian. 18h24, le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Chertiam. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le chef de la division Ponts et Ouvrages d'art à l'AGEROUTE, l'Agence des travaux et gestion des routes. Le prétexte de notre entretien, c'est cet énième accident qui détruit un ouvrage public, à savoir le dérapage ce matin d'un camion sur le pont Émile Badiane de Ziguinchor ce matin. Souvent, dans ces cas, l'on s'interroge sur les victimes, les véhicules, mais presque jamais sur l'infrastructure. Pourquoi
cette absence de prise de conscience? Oui, bonjour M. John et bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Oui, bonjour. Nous vous remercions de toute façon pour l'opportunité que vous nous offrez pour discuter avec les populations encore une fois sur les ouvrages. Et comme vous le dites, à chaque fois qu'il y a un accident, on se focalise principalement sur les blessés sur les blessés, ce qui est aussi normal, hein, parce que bon, la vie humaine n'a pas de prix, d'une part. Mais d'autre part, souvent l'aspect qui est occulté, c'est le préjudice qu'on porte au bien public. Et comme je dis souvent, c'est que quand on dit bien public, il n'y a personne qui se sent concerné, alors que c'est tout le contraire. Parce que quand on dit bien public, principalement, ça vient de nos impôts. Ça veut dire que principalement, c'est notre argent. Soit on le paye directement via des crédits qui engagent l'État du Sénégal, ou bien on le fait via des crédits que nos enfants et petits-enfants paieront demain. Donc vraiment... Oui. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est une opportunité que vous en parlez aujourd'hui et qu'on essaye d'analyser le problème sur cet angle. Et vous qui êtes chargé de la construction d'ouvrages publics, je veux parler de la Géroute, avez-vous une idée de l'ampleur des dégâts? L'ampleur des dégâts, effectivement, de toute façon, il y a eu un accident, un camion qui a dérapé sur le pont Émile Badiane vers 2h du matin. Oui. Et donc, on a eu l'information et bon, le camion est tombé sur le fleuve. Mais de façon globale, je veux dire, tous ces accidents, ils sont nombreux, dénombrés dans l'espace national, mais souvent, il y a une destruction du bien public, comme vous l'avez dit. Mais est-ce qu'il vous est arrivé de faire un petit bilan pour savoir les conséquences financières de ces ouvrages détruits? Dans tous les cas, de manière directe ou indirecte, le bilan est fait dans la mesure où à chaque fois qu'il y a un accident, il y a une réparation qui se fait. Je prends juste l'exemple du pont qui est le dernier qui est arrivé sur Émile Badiane. C'est arrivé ce matin, la Géroute s'est mobilisée et des moyens ont été mobilisés pour essayer de rétablir la circulation. Et pour rétablir la circulation, il fallait remettre des dispositifs de retenue qui permettaient aux véhicules de passer en sécurité. Donc ça, c'est des coûts. Et qui dit coûts parle de budget. Et dans la mesure où la Géroute s'engage sur des budgets et engage l'État du Sénégal, forcément, il y a une évaluation qui est faite. Mais ce qui est le plus dommage, c'est que dans ce pays, comme je dis, souvent les problèmes, on les traite par un effet de buzz. Aujourd'hui, l'accident est arrivé, on en parle. Demain, on oublie. Dans 2 semaines, ça va arriver. On va parler de la même chose. On ne s'attaque pas au vrai fond du problème. Et comment faire pour être efficace, justement? Ce matin même, de toute façon, on a eu la chance d'avoir une réunion ce matin avec notre ministre de tutelle, en l'occurrence le ministre des Infrastructures. Oui. Ce qu'on disait ce matin, c'est qu'il faut qu'on responsabilise ceux qui font les accidents en faisant quoi? Soit il faut qu'on applique le principe du fait que celui qui détruit le bien public paye directement. Oui. Soit le véhicule soit immobilisé pour que la personne paye, soit ce soit payé via les assurances. Aujourd'hui, la réglementation et la loi ne suivent pas dans ce sens. Maintenant, il faut que les autorités fassent le nécessaire pour qu'on puisse faire payer directement ce qui détruit les biens publics. Très bien. Merci. Voilà. Merci beaucoup, cher Thiam. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le chef de la division Ponts et Ouvrages d'art à la Géroute, l'agence des travaux et gestion des routes. 18h28, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. Mamadou Amardion. Seyni Sané perd la vie en prison à l'âge de 85 ans. Le chef du village de Toubacouta avait été interpellé dans l'affaire sanglante de Bofa-Bayotte le 6 janvier 2018. Sa famille, qui a longtemps demandé la liberté provisoire, se désole de la suite défavorable donnée à sa requête. Marche pacifique à 2 vitesses, les populations de Kumpentoumel se félicitent de l'arrestation des présumés meurtriers du commandant Tamsir Sané, non sans réclamer l'érection d'une compagnie de gendarmerie dans la localité. Les entreprises du BTP dans le pétrin, elles courent derrière plus de 250 milliards de francs CFA. À l'origine, une dette que l'État tarde à éponger. Les chantiers sont à l'arrêt. Plus de 2000 personnes au chômage technique. Les contrats de sous-traitance suspendus. Grève générale en vue dans ce secteur. Séance d'entraînement de l'équipe nationale locale de football au stade Léopold Sédar Senghor. Les joueurs de Serigne Saliou Dia préparent le match retour contre le Libéria samedi prochain. Rencontre comptant pour les éliminatoires du CHAN 2020. La page des sports, c'était avec Abdou Diouf Junior. Nous étions dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Le débrief à l'instant avec Cheikh Thiam, chef de la division Ponts et Ouvrages d'art à la Géroute, l'agence des travaux et gestion des routes. Entretien sur la destruction accidentelle des infrastructures publiques et ses conséquences financières.